Bonjour à tous, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas, sinon à faire remarquer, les problèmes éventuels techniques, dans le chat. Je me présente, je suis Lorraine de Solidatech et aujourd'hui je vais vous présenter, l'outil Couteau Suisse avec mon partenaire Olivier. Bonjour. Du coup, le but de ce webinaire, c'est vraiment que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas en cours de route à poser toutes vos questions. Pour ça, vous avez deux manières de le faire, soit en levant la main grâce au petit bouton en bas au milieu de votre écran, soit vous pouvez, dans la catégorie Q&R, questions et réponses, poser vos questions par écrit. Et voilà, comme je vous disais, on y répondra autant que possible au fil de l'eau. Et puis sinon, dans tous les cas, il y a un temps d'échange qui est prévu à la fin également. Et bien, écoutez, on va commencer par une présentation rapide de Solidatech, de ce pas. Hop. Voilà. Donc, Solidatech, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas encore bien, donc, nous sommes un programme dont la mission est la solidarité numérique. C'est-à-dire qu'en fait, notre but, c'est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. On est là vraiment pour aider les associations telles que les vôtres dans leur transition numérique. Et donc, en fait, nous appartenons à une coopérative d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui est membre d'Emmaüs et dont le cœur de métier, si vous voulez, est la collecte et le réemploi des équipements informatiques, des smartphones et de tout ce qui touche au domaine du bureautique. Et en fait, cette coopérative d'insertion a été contactée par notre partenaire fondateur TechSoup, qui est un réseau international de solidarité numérique destiné aux organisations à but non lucratif. Donc en fait, pour faire simple, nous sommes l'antenne française de TechSoup, portée par les ateliers du bocage. Donc nos bénéficiaires sont essentiellement des associations loi 1901, mais on trouve également des fondations reconnues d'utilité publique ou encore des bibliothèques publiques. Donc, pour vous donner vraiment deux, trois grands chiffres clés, le programme existe depuis une bonne dizaine d'années désormais et nous avons actuellement environ 30 000 structures qui sont inscrites. À peu près, nous faisons face à peu près 400 nouvelles demandes par mois. Et donc voilà, en un petit peu plus de 10 ans, on a pu distribuer près de 400 000 licences et outils numériques à ces structures, ce qui correspond à un équivalent de 130 millions d'euros d'économies pour les assos. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a deux modes d'action principaux, qui est d'une part, vous aider les associations à s'outiller en matière de numérique et d'autre part, nous les accompagnons aux usages numériques. Donc, je vais développer brièvement chacune de ces deux parties. En fait, ce qu'on entend par l'outillage, il y a deux grands axes. On vous permet d'avoir accès à des logiciels à tarif réduit. Alors, logiciel, ça peut aussi bien être des grands partenaires que vous connaissez forcément de nom, tels que Microsoft avec Office 365 par exemple, Adobe ou encore Google. Mais aussi, nous avons beaucoup de partenaires locaux plus spécialisés, tels que par exemple INSIA, qui est un logiciel français de facturation, ou encore AssoConnect, qui est vraiment spécialisé dans la gestion pour les associations. Donc, il y a cette partie-là et nous mettons également à votre disposition des outils, du matériel informatique qui est du coup reconditionné dans les ateliers du bocage ou encore qui est neuf, comme avec notre partenaire réseau Cisco, par exemple. Et puis, ça sera le dernier slide pour ma part. Nous vous accompagnons de diverses manières dans les usages du numérique, avec notamment un centre de ressources dont je vous mettrai le lien tout à l'heure sur le chat. En fait, c'est une partie de notre site internet sur laquelle vous pouvez trouver de nombreux conseils et astuces dans le domaine du numérique pour les associations. Vous trouverez également des articles plus détaillés sur certains de nos partenaires, des bons plans, des outils gratuits, etc. On vous envoie aussi une newsletter hebdomadaire avec tout plein de bons plans et astuces, aussi bien en matière de logiciels que d'accompagnement
tout plein de choses. On a également mené récemment une étude nationale en partenariat avec Recherche et Solidarité qui met l'accent sur la place du numérique au sein du projet associatif. Et ça, voilà, c'est pareil, je vous mettrai le lien, ça peut être assez utile dans bien des cas. Puis voilà, on propose également des ateliers et des webinaires mensuels tels que celui-ci. Et enfin, je vous conseille d'aller jeter un œil à notre outil d'autodiagnostic qui vous permet d'évaluer la maturité numérique de votre asso de manière très simple et très rapide. Voilà, ce sera tout en ce qui me concerne. Je vais laisser la place à Olivier qui va vous présenter ce pourquoi vous êtes venu, à savoir Couteau Suisse. Et voilà. Bonjour à tous, je suis Olivier David de l'association ESPUL. Je vais vous présenter Couteau Suisse et la démarche qui sous-tend cet outil. Vous voyez mon écran, c'est bon à distance? Donc là, l'idée, c'était de créer un logiciel de gestion intégré pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Sachant qu'avant de réaliser cet outil, on a regardé un petit peu ce qui existait. Et souvent, on a les outils de gestion commerciale qui ne vont pas prendre en compte les spécificités du secteur associatif, notamment le fait qu'on ait une hybridation de nos financements. Et assez souvent aussi, on a vu qu'on avait des systèmes qui étaient très adaptés à des modes d'organisation très hiérarchiques, avec des responsabilités qui sont clairement identifiées sur des individus et une organisation qui supposait qu'en gros, on ait un grand Manitou, puis des gens qui allaient ensuite rentrer des données. On voulait quelque chose qui puisse être plus distribué. Et aussi, on voulait que le nerf de la guerre sur ce type d'outil, c'est la saisie du temps. On voulait qu'elle soit facile, qu'elle soit intuitive, et que les gens qui soient amenés à compléter, notamment tout ce qui est saisie de temps, puissent le faire avec du plaisir. C'était les attendus de départ. Dans les attendus, justement, j'ai commencé à en parler, c'est l'idée de financement hybride, qu'on puisse avoir des financements publics, des financements privés, des subventions, des prestations fiscalisées, des prestations exonérées. Donc, il fallait avoir aussi cette visibilité-là. Le fait aussi que nos secteurs sont très liés à des financements pluriannuels et que le suivi de financements pluriannuels peut être assez compliqué. Il y a la question des nouveaux modes de management que j'ai évoqué précédemment, avec cette idée de pouvoir être davantage horizontal dans le fonctionnement, donc répartir davantage les responsabilités. Voilà. Donc là, l'idée, c'était de dire qu'on a un besoin qui est partagé et on s'est regroupé avec plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire pour créer ensemble une solution sur mesure qui corresponde à nos besoins. Donc en termes de la philosophie, on est sur une démarche collaborative. Elle a été impulsée par des associations qui sont issues essentiellement du secteur de l'énergie et du développement durable. Il y a une première version de cette application qui a été créée en 2006 et 2007. Donc en gros, les assos se sont retrouvés. On a commandé à une société de services informatiques de nous produire un outil qui puisse nous convenir. Cette première version a été utilisée jusqu'en 2014, grosso modo, et chaque structure avait sa propre instance de l'application. Et elle a été faite avec des technologies du début des années 2000. Elle n'était pas forcément facile à utiliser, pas forcément facile en termes de saisie des temps. Donc, on a souhaité faire une nouvelle version avec notamment comme attendu le fait que ce soit une application SaaS. Donc, c'est un service en ligne. On s'abonne au service en ligne. L'hébergement des différentes instances est centralisé sur des serveurs. Et toute la maintenance est assurée par l'association ESPUL à ce jour pour l'ensemble des structures utilisatrices. On est dans une démarche collaborative, ça veut dire que à chaque fois, les arbitrages sur les fonctionnalités qu'on souhaite développer, la façon de traiter les fonctionnalités vont être déterminées par le collectif et les priorités sont déterminées par le collectif de structures utilisatrices.
De la même façon, économiquement, on fonctionne à livre ouvert, on donne une information sur les coûts qui sont engagés et à chaque fois les moyens qui doivent être mobilisés pour pouvoir développer des nouvelles fonctionnalités et tout et tout. Voilà. L'idée étant de réussir à avoir un système qui soit abordable surtout pour toutes les associations, en particulier pour les petites structures. On a des questions que je ne vois pas. Est-ce qu'il y en a qui ont trait à des choses qui sont liées à la conversation que je viens d'avoir? Non, c'est bon. Excusez-moi. Donc, en termes de méthode de développement, on utilise une méthodologie qui s'appelle Agile. Elle est très utilisée dans le secteur du développement. L'idée, c'était de découper l'application en modules, d'identifier les modules qu'on voulait être prioritaires. Et pour chacun de ces modules, on va procéder en plusieurs temps. La première chose, c'est qu'on va esquisser à gros traits les attendus de ce module, des fonctionnalités qu'on souhaite avoir. On va commencer par faire des schémas, on ne va pas forcément faire du code tout de suite. On va commencer à dessiner, utiliser des outils qui permettent de dessiner les fonctionnalités et la façon dont on souhaite interagir avec les utilisateurs. Et ça va donner lieu à la création de maquettes de l'application. Ensuite, une fois qu'on est tous d'accord, on va développer le module. Et ensuite, on pourra être amené à repasser en plusieurs itérations pour pouvoir le compléter, l'affiner, le rendre compréhensible par tout le monde, ajouter des petites fonctionnalités, permettre des améliorations. Donc, on est dans une logique d'itération à chaque fois. La première itération qui a eu lieu sur Couteau Suisse, c'était il y a 2 ans et c'était sur la partie saisie du temps. C'est ce que je vais vous présenter en premier, où on a fait une première itération, puis une seconde et on s'est arrêté à 2 itérations sur cette partie-là de saisie de temps. Et sur certains aspects, notamment sur la partie reporting, on peut aller jusqu'à 3 itérations. Mais à chaque fois, l'idée, c'est de dire on fait ça collectivement. S'il y a des utilisateurs qui sont intéressés pour participer au développement ou pour être davantage engagés dans le test des fonctionnalités, il n'y a pas de souci. Chaque structure utilisatrice va avoir 2 instances, une instance qu'elle va utiliser au quotidien et une instance dans laquelle on va lui fournir des nouvelles fonctionnalités, elle va pouvoir les tester et dire ça me va, ça ne me va pas. Et ensuite, on va les déployer pour tout le monde. On est à l'inverse des méthodologies classiques sur du développement logiciel où on va être sur un cahier des charges, c'est-à-dire qu'il y a un premier travail en chambre où on va définir tout ce qui est attendu en termes de fonctionnalité. Ensuite, on demande à des gens de développer. Ensuite, c'est livré, ça correspond au cahier des charges, c'est bon, on signe. Ça ne correspond pas au cahier des charges, on améliore. Là, l'idée vraiment, c'est qu'on ne sait pas forcément exactement quelle va être l'application à la fin. Par contre, on connaît notre besoin, on va travailler sur le besoin, éventuellement l'affiner en cours de route et on se donne plus de temps. On n'est pas dans une logique commande-réponse à une commande, mais c'est bien, on construit collectivement quelque chose en plusieurs étapes. C'est une méthodologie dont on s'est rendu compte qu'elle permettait déjà de correspondre aux besoins des uns et des autres, sachant qu'on n'a pas forcément les idées toujours très claires au début sur toutes les fonctionnalités, et qui permettait de développer finalement assez rapidement et sur lequel on avait moins de surprises au niveau économique. Les structures qui peuvent utiliser donc, sont évidemment les associations, les coopératives. On a plusieurs structures utilisatrices qui sont des startups ou des entrepreneurs sociaux parce qu'ils ont notamment des besoins de reporting sur du crédit d'impôt recherche, du crédit d'impôt innovation, sur des financements publics et tout. Donc, c'est quelque chose qui peut être particulièrement intéressant. Et on a aussi quelques collectivités et ça va être surtout sur la partie gestion de projet, gestion des budgets de manière générale et forcément suivi des temps. Aujourd'hui, on est 25 structures utilisatrices. C'est entre guillemets la commercialisation de l'outil Couteau Suisse qui a entamé il y a 1 an. Et donc, on a à peu près 2 ou 3 structures utilisatrices de plus tous les mois depuis qu'on s'est lancé sur la commercialisation de l'outil. Au niveau des structures, on est beaucoup de structures qui sont issues de notre secteur à nous, donc plutôt l'énergie et le développement durable. On a également des chambres régionales d'économie sociale et solidaire, des structures de l'environnement, et puis un petit peu d'autres, et de plus en plus de structures très diverses, du domaine agricole notamment, qui rejoignent la communauté.
En termes de fonctionnalités, je vous en ai déjà parlé, on a le suivi du temps, on a la gestion de la charge de travail consolidée, la gestion des projets, la gestion des contrats, qui sont les sources de financement qui permettent de financer les projets, et tout ce qui est reporting, la gestion des congés et la gestion des frais, qui sont des fonctionnalités qui vont être développées dans les semaines et les mois qui viennent. J'attaque la démo. Donc, on va attaquer par la saisie des temps, le suivi des heures passées. Donc là, la démarche, c'était de justement avoir une saisie qui soit le plus facile possible. Donc, on a une vue calendrier avec deux écrans. Un premier écran qui est l'écran de saisie en partie supérieure. Et puis, la possibilité de charger ou pas ces événements de calendrier en dessous. Donc, il va être une source d'information pour pouvoir nous aider à saisir notre temps de travail. On a voulu distinguer la saisie du temps et les agendas, sachant qu'on est sur deux objets qui sont différents. L'agenda est là pour pouvoir nous aider à gérer notre quotidien et à prévoir l'avenir. La saisie du temps, elle est là pour pouvoir nous permettre de reporter du passé. Donc, on ne voulait pas mélanger les deux. Par contre, on voulait éviter au maximum toute forme de double saisie. Olivier, Oui. on a une première question qui demande si c'est une version open source à installer sur son propre serveur. Est-ce qu'une version open source à installer sur son propre serveur sera un jour disponible? Alors, l'idée, c'est qu'on libère le code. D'accord. Donc, c'est qu'on puisse le rendre disponible. Après, l'installation sur un propre serveur, elle est tout à fait envisageable. Jusqu'à maintenant, la discussion qu'on a eue avec la communauté, c'est que économiquement, c'est quand même beaucoup plus rentable de mutualiser parce que ça demande un peu des efforts de maintenance, des efforts de suivi, des efforts de sécurisation. Chaque structure utilisatrice, elle va utiliser une instance qui est sécurisée avec des bases de données qui sont chiffrées. Elles ont leur propre environnement Unix dans lequel leur application fonctionne. On est sur des systèmes qui sont extrêmement sécurisés, ce qui fait que personne d'autre qu'eux ont accès à la donnée. D'accord, très bien. Par contre, on va partager le noyau matériel, en gros la puissance de calcul des serveurs entre les différentes instances en fonction de leurs besoins. Mais par contre, toute la partie logicielle et toute la partie applicative, en tout cas, elle est complètement privative. On verra plus tard que les coûts de maintenance de l'application sont tellement faibles qu'ils coûtent moins cher que l'hébergement propre de son côté. D'accord. Voilà, donc voilà. L'idée, c'est de libérer le code et en même temps, on a besoin que la communauté soit forte parce qu'on a quand même besoin de la financer. On verra que c'est qu'une application, ça demande du temps et qu'on voudrait éviter de le mettre en ligne, que les gens viennent se servir, utilisent l'application et ne viennent pas mettre au pot pour pouvoir permettre le développement et l'amélioration de l'outil, aller de l'avant. Donc, on voudrait pouvoir préserver cette dynamique de communauté. Le code va être libre, on va l'ouvrir, il n'y a pas de problème, il va être accessible. Donc, on voudrait que les gens jouent le jeu du collectif et qu'on n'ait pas quelque part de passagers clandestins qui viennent dire je viens juste prendre, je ne participe pas au collectif, je ne participe pas à l'amélioration, je ne participe pas aux spécifications. Voilà, on voulait avoir… c'est quelque chose sur lequel on est tout à fait ouvert à la discussion, hein, mais voilà, on voudrait garder un esprit de collectif qui fonctionne bien dans la durée. Très bien, merci beaucoup, c'est clair pour la personne qui avait posé la question. Je te propose Parfait. de continuer à présenter ce module-là sur lequel tu étais parti, et puis après, on aura déjà quelques questions sur lesquelles échanger par la suite. Mais fais d'abord ta présentation. Et puis, Oui, je reviens sur… juste que j'échange, moi aussi, c'est bon. J'avais ma session qui était terminée. Je reviens dessus, pardon. Donc, on avait cette idée de dire, on a une saisie d'un côté du temps et on a comme source d'information un calendrier. Donc là, l'application Fix, vous avez possibilité d'abonner votre calendrier à Outlook ou autre à l'application. L'application va charger, comme votre téléphone mobile va charger votre calendrier, l'application va le charger, elle aura juste des accès
en lecture. Elle va à aucun moment modifier le contenu de l'agenda. Par contre, elle va ramener chaque événement. Elle va regarder quels sont les éléments textuels de l'événement, voir si c'est quelque chose qui peut se raccrocher à des projets qui existent au sein de votre structure, vous faire une proposition d'association ou pas. Si ce n'est pas pertinent, elle ne propose pas d'associer. Et si ça convient, ben, on va pouvoir ensuite reprendre les événements et pouvoir les prendre et les poser en temps passé. Donc ça, c'est une première modalité de saisie où on va pouvoir reprendre un projet, l'affecter à, enfin reprendre un événement, l'affecter à un projet, et ensuite l'associer, le déplacer, changer, faire comme on le souhaite. Et à chaque fois, on a la possibilité de faire cette association, par exemple. Donc là, on a la possibilité de les placer comme ça, soit en les glissant, soit en double-cliquant. On a une deuxième possibilité qui est la saisie directe, c'est-à-dire que je vais pouvoir reprendre par exemple mes tâches récentes et je vais pouvoir saisir du temps, dire qu'en fait j'ai passé 4 heures et pas 1 heure. Et en fait, c'est quelque chose qui est récurrent. Donc, je vais par exemple appuyer sur la touche majuscule et je vais pouvoir dire mardi 26, mercredi 27, c'est le même combat, j'ai fait la même chose. Jeudi 28, c'est pareil. Et donc, je peux les dupliquer. De la même façon, si je me rappelle que je croyais avoir fait quelque chose le jeudi 28, mais en fait, ça sera le vendredi 29, il suffit que je glisse et que je dépose à côté. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, on a un système de glisser-déposer qui fonctionne assez facilement. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois que je vais saisir du temps, j'ai un nombre d'heures de travail qui est complété en partie supérieure. Et on voit, par exemple, que là, aujourd'hui, sur le 28, j'ai passé, je suis un peu Madame Irma parce que je n'ai pas fini ma journée, mais j'ai possibilité de sommer tout ça et de voir que j'ai 7 heures de travail. Mercredi, j'ai 4 heures. Mardi, j'ai 4 heures. Mais en fait, je n'ai pas tout complété. J'ai possibilité de rajouter ça. J'ai passé une demi-journée sur ce sujet, par exemple. Et à chaque fois, je vais compléter le nombre total d'heures de travail sur la semaine. Dans les éléments qui peuvent être importants, on voit qu'on a un cumul annuel, on le verra juste après, c'est-à-dire qu'on va déterminer un contingent de nombre d'heures de travail qui sont attendues sur l'année avec quelque part une présence prévisionnelle et je vais comparer le nombre d'heures réalisées par rapport à cette présence prévisionnelle, ce qui va me permettre de voir si j'ai des heures d'avance, si j'ai des heures de retard et éventuellement pouvoir aussi piloter ma présence. Et donc, c'est quelque chose qui est assez apprécié par les salariés parce que ça permet de voir où on en est, voir si on a du temps de travail en avance, en retard, et en fonction des paramètres qu'on choisira, on pourra mettre des couleurs et dire bah, plus 22 heures, c'est grave, et dans ce cas-là, on le met en rouge, ou des choses comme ça se paramètre, tout ça. Ça permet aux uns et aux autres de pouvoir aussi piloter leur temps de travail de manière un peu plus fine. Et c'est quelque chose qui est très apprécié des utilisateurs et qui facilite grandement la saisie des temps. Parce qu'on a un intérêt à suivre son temps, on a intérêt à saisir son temps, parce que ça nous dit aussi où est-ce qu'on en est. Et on verra aussi que ça permet de voir où on en est sur son travail attendu et tout. Je peux également faire une saisie classique où je vais rentrer, je vais choisir soit un projet et une tâche directement, soit je vais pouvoir mettre des mots-clés qui vont être par exemple soit un élément descriptif du projet, et puis choisir une tâche qui va correspondre, mettre une durée, dire s'il s'agit d'heures bonifiées ou pas d'heures bonifiées. On entend par heures bonifiées, par exemple, le travail le week-end. Par exemple, si vous travaillez le dimanche, vous allez avoir une bonification en fonction de vos accords d'entreprise, par exemple, soit de 100%, soit de 50%. Et donc là, l'application, elle va compter 2 types d'heures, les heures qui sont les heures de travail et les heures qui sont effectivement comptabilisées. Autrement dit, si je travaille 8 heures un dimanche, ben, j'aurais travaillé 8 heures et je vais comptabiliser 14 heures par rapport à mon contingent de travail, ce que je dis, 12 heures, par exemple, si j'ai une valorisation à 50%, sur le temps de travail qui est effectivement comptabilisé. Donc ça, c'est cette possibilité-là, sachant que dans les heures bonifiées, on a également, par exemple, je travaille en soirée, je travaille le soir, je vais cliquer sur heures bonifiées, et à ce moment-là, je peux avoir une valorisation, dans certains cas, par exemple, de 25%.
Donc, on a bien ce double comptage systématiquement. La table de suivi des heures, elle est double en réalité. Il y a les heures qui sont comptabilisées et les heures qui sont effectivement faites. Les heures qui sont effectivement faites vont permettre notamment de faire tout ce qui est contrôle légal. Est-ce que je réponds bien aux obligations de droit du travail? Est-ce que je ne fais pas trop d'heures? Je fais pas tout et tout. Et de l'autre côté, tout ce qu'on comptabilise et qui va correspondre aussi à mon droit à récup et autres, par exemple. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette fonctionnalité de saisie des temps? Alors oui, il y a quelques questions, notamment 2 questions de la part d'Émilie qui demandait dans un premier temps, du coup, on est d'accord que c'est bien, on peut bien afficher en haut la saisie du temps et en bas l'agenda? Oui. OK. Et autre question, est-ce qu'il y a une codification analytique des projets en relation avec la compta? Oui, aussi. D'accord. J'y viendrai un peu plus tard sur la partie projet, mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir une table de correspondance. Qu'on ait une table de correspondance, j'ai un code analytique que je vais pointer sur un projet. D'accord. Et Il va pouvoir permettre de ramener les dépenses affectées au projet. Sans limite sur le nombre de projets? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme limite sur le nombre de projets? Non, c'est dès lors qu'on a un code analytique, on devra par contre le faire pointer pour une typologie de dépenses particulière vers un seul projet. Ok, d'accord. Voilà. On a d'autres questions, Oui. notamment, est-ce que c'est possible d'utiliser un agenda externe du type CalDAV, par exemple? Oui, complètement. Ok, Pour notre cas, en l'occurrence, on est sur du CalDAV. ok, bah, Oui. très bien. En fait, ça marche avec tout type d'agenda qui est en capacité, tout type d'agenda qui est en capacité d'être utilisé dans une application du type Thunderbird, Calendar sur Mac ou Outlook ou autre. Et donc, D'accord, on a une adresse, soit une adresse, un nom d'utilisateur, un mot de passe, soit juste une adresse, par exemple, avec un H au milieu, enfin avec des caractères cabalistiques comme on les retrouve par exemple sur Google, ça, il n'y a pas de souci. Je peux vous faire voir par exemple sur notre interface de démonstration, on a un calendrier de type Google là. Et à la fin, on est en format ICS à la fin, donc voilà, c'est le format classique d'échange qu'on retrouve partout. ok, Donc chez Google, il n'y a pas besoin d'utilisateur et de mot de passe. Sur un serveur CalDAV classique, on a utilisateur et mot de passe. Si on est sur Outlook, on demande à avoir un lien de partage qu'on copie-colle dedans et ça suffit. très bien. Et ben, une dernière question concernant le module agenda et suivi de temps, comment on y intègre les heures de récupération? On ne les saisit pas. D'accord, C'est-à-dire qu'une heure de récupération va être une absence qu'on va traiter dans le module absence dont on va attaquer le développement dans les prochains jours. C'est en gros, couteau suisse, on saisit des temps passés. À un moment, je vais avoir des heures de récup. Par exemple, j'ai un cumul annuel ici de 22h30, donc cette personne potentiellement a 22 heures de récup à poser. Donc, elle va dire, je vais en poser 8 sur ces 22. Elle va faire une demande d'absence qui va être une récup en disant, tel jour, telle heure, tel après-midi ou tel jour complet, je prends une journée de récupération. Et donc, elle va être indiquée comme ça. Là, vous voyez, par exemple, on a là, c'est grisé parce qu'il n'y a pas de travail attendu le samedi 30 et le dimanche 1er. Et là, on aura récup. Ça va être indiqué récupération et ça sera d'accord. traité dans le module d'absence. Parce que les difficultés qu'on a avec les gestions d'absence, c'est que par exemple, les congés, ça se compte en jours. Par contre, le temps de travail se compte en heures. Et quand on est à temps partiel, les jours ne se valorisent pas de la même façon. Donc, je vous passe tous les détails. Mais ce qui nous a semblé important, c'est dans cette interface des heures passées, on saisit du temps. Tout le reste, c'est des absences. Et les absences, elles se traitent autrement en termes de gestion. C'est des journées, des demi-journées, c'est des récup, des choses comme ça. D'accord, très bien. Une dernière question concernant cette partie-là. Est-ce que c'est possible de connecter plusieurs points ICS pour un même utilisateur? On ne l'a pas prévu. On ne l'a pas prévu. On ne l'a pas prévu. Par exemple, sur les agendas Google, on a un point ICS dans lequel on va avoir l'ensemble de nos agendas et de nos sous-agendas. Donc, on va pouvoir afficher finalement le contenu de tous les sous-agendas. Ouais, Dans le cas où j'aurais des agendas qui sont de sources différentes, là, ça devient compliqué. d'accord. Donc, en pratique, les utilisateurs, on n'a jamais eu la demande, hein, mais pour mon cas personnel,
Je vais utiliser mon calendrier professionnel pour l'ensemble de mes saisies, y compris mes données privées. Et toutes mes données privées, par contre, j'ai une case à cocher privée dans mon application qui permet de les rendre invisibles aux tiers. Mais j'ai tout géré dans un seul et même agenda. Il faudra peut-être avoir plus d'informations sur les attendus du plusieurs ICS, de fichiers ICS. Et si vraiment c'est un besoin qui est avéré et qui est partagé, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qu'on peut développer au besoin. D'accord. Bon, bah, Sébastien, du coup, n'hésitez pas à nous contacter si le sujet, si vous souhaitez creuser le sujet avec Olivier, n'hésitez pas. C'est tout bon pour la partie saisie de temps? C'est tout bon. Bon, bah, c'est parfait. Là, ce qu'on a voulu vraiment, c'était qu'on puisse très facilement saisir son temps en 2 minutes et que ça puisse aller très vite. On va rajouter une fonctionnalité supplémentaire avec un onglet au niveau des tâches récentes où on va aussi afficher les tâches sur lesquelles on attend du travail de notre part sur le mois concerné. Autrement dit, la charge de travail du mois concerné avec les tâches qui sont attendues vont être listées de la même façon sur cette partie droite. On va dire, on attend du travail de ma part sur tel projet et je vais automatiquement pouvoir les glisser et les passer en temps effectivement passé. Alors, là, je vais me connecter avec un profil d'administrateur pour que vous puissiez voir la partie configuration. Donc, on a notamment ce qu'on appelle des paramètres structure, c'est qu'annuellement, on va donner le nombre de congés annuels par défaut, les contingents annuels par défaut. Ce qu'on entend par contingent annuel par défaut, c'est le temps de travail qui est attendu pour un équivalent temps plein. Donc, autrement dit, là, pour notre cas, je suis à 35 heures, j'ai 1820 heures de travail qui sont payées par an, je retire les jours fériés, je retire les congés. À la fin, il me reste 1582 heures de présence qui sont attendues pour l'année 2019 parce que les congés, les jours fériés tombent certains un dimanche, d'autres un samedi, d'autres en semaine. Donc, pour 2019, c'est 1582 heures. On va définir les seuils de tolérance de dépassement inférieurs et supérieurs pour les saisies de temps. Donc, dans notre cas, on a estimé que quelqu'un qui aurait 15 heures de retard dans son temps de travail attendu, on estime qu'il n'y a pas mort d'homme et qu'au-dessus de 15 heures, par contre, il y a un problème. Idem pour le dépassement par rapport à leur temps de travail attendu. Jusqu'à 35 heures, on ne s'affole pas. Au-dessus, on s'affole. Donc, ça va dépendre vraiment de chacune des structures. Il y a des structures qui ont mis 0 et 0 de chaque côté. On ne tolère pas d'écart par rapport au prévisionnel. Voilà, après, il y a d'autres éléments. Dans les éléments, c'est ceux dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les facteurs de bonification des heures travaillées. Donc, dans notre cas, on ne valorise que les heures de travail le week-end. D'accord, l'entreprise est faite de telle façon, où on a un ratio de valorisation à 1,5 le samedi et 1,5 le dimanche. D'autres structures vont par exemple valoriser le travail nocturne à partir de 21 heures. Et dans ce cas-là, on pourra mettre que c'est valorisé par exemple à 25%. Donc, on mettra 1,25, 1,25, 1,25, 1,25 partout. Ce qui fait que quand on va cocher heures bonifiées dans nos saisies de temps, automatiquement, on va comptabiliser davantage de temps que le temps qui est effectivement constaté. On va ajouter aussi une donnée qui est importante et qui évolue tous les ans, c'est le taux de coût connexe de la structure. Donc, soit on parle de taux de coût connexe, quand on utilise les anglicismes, on parle d'overheads, et en gros, c'est tout ce qui relève de notre temps non affectable. Et donc, c'est un pourcentage qui est rapporté au temps de travail directement affecté au projet. Donc, dans notre hypothèse, pour 100 euros de travail direct sur un projet, je vais avoir 77,78 euros de coûts connexes. Ce qu'on entend par les coûts connexes, c'est les frais de locaux, les frais de matériel, les frais de véhicules non affectables, les temps de formation, les temps de développement, les temps affectés aux fonctions support, les temps d'encadrement et tout, qui nous font un taux que l'on va ensuite appliquer sur le coût de revient horaire de chaque individu pour pouvoir définir un coût jour, un coût horaire au niveau de la structure. On va indiquer également une autre valeur qui a son importance, c'est le ratio de conversion entre les heures payées et les heures productives. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, sur notre fiche de paye, on est payé pour 151,66 quelque chose heures par mois. Sur ces 151,6 heures, j'en ai en fait 129, en général entre 129 et 130 qui sont effectivement travaillées. Les autres, c'est du congé,
par exemple. Et dans ce cas-là, on va avoir un ratio de conversion qui est de 1,18 qui correspond à 1820 sur le contingent annuel, 1582 heures, qui va nous permettre de pouvoir faire la conversion entre les données issues de la paye et le calcul du coût de revient effectif sur les projets. On verra ça un peu plus tard. C'est des données qu'on doit initialiser pour chacune des années. Hein. Et à chaque fois qu'on va faire des calculs de coût de revient de projet, on va considérer les paramètres qui correspondent à l'année concernée. Et puis, quand on a les données de paye, sur la valeur, le taux horaire pour le mois concerné de chaque individu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça devait être limpide. Je vais passer rapidement sur les salaires. Pardon, Olivier, tu ne m'entendais pas. Du coup, je vais reposer la question d'Émilie qui voulait savoir si les heures support étaient affectables vers les projets. Si on décide de les affecter, il faut qu'en fait les saisies soient envoyées sur le projet lui-même. Typiquement, soit on a un temps de support qui est non affectable, parce que je n'arrive pas à identifier le projet auquel ça correspond, soit je vais avoir du temps de gestion de projet, et dans ce cas-là, quand la personne du support va faire saisir son temps, elle va dire c'est du temps que j'affecte à ce projet-là en particulier. Dès lors qu'on est incapable de pouvoir l'affecter à un projet particulier, on va le mettre dans le pot commun, et ça fait monter notre taux de coût connexe, évidemment. En fonction des demandes aussi des financeurs, certains financeurs vont vous dire je ne finance que les coûts directs, je ne finance que le temps qui est directement affecté à ce projet-là. Donc forcément, dans ces cas-là, on va demander aux fonctions de support de saisir du temps sur les activités de gestion de projet plutôt que sur les coûts connexes. Donc ça, c'est soit on le fait directement en leur demandant de le faire, soit on verra derrière qui on veut déplacer les heures pour pouvoir rendre compte de ces spécificités-là. Ok. Donc, je reviens sur les salaires. L'idée, c'était d'avoir une référence. Les gens vont rentrer des heures. À un moment, on va vouloir connaître le coût de revient. Pour connaître un coût de revient d'un individu, ça va être le nombre d'heures sur lequel on va appliquer un taux horaire, qui est la donnée de paye, sur lequel on va appliquer un ratio de correcteur, parce que la donnée de paye va intégrer notamment les congés payés. Donc, on multiplie par les 1,18 que je vous ai donné tout à l'heure. Et ensuite, on va ajouter les coûts connexes pour avoir un coût de revient. Et donc, pour pouvoir en arriver là, il faut qu'on puisse saisir les salaires des gens. Donc, on va s'intéresser à une donnée qu'on a dans le livre de paye qui va correspondre au coût horaire en intégrant le brut salarial et les cotisations patronales. Cette donnée-là, on va la saisir pour chacun des mois ou juste pour un mois en fonction de nos exigences. Donc là, dans le cas présent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a saisi les taux horaires tous les mois. Et on a défini un taux horaire qui va être le taux horaire de référence pour tous les mois qui n'ont pas encore eu lieu, pour l'avenir. Donc, c'est ce taux-là qu'on va utiliser pour pouvoir connaître les coûts prévisionnels qu'on va engager sur les différents projets en fonction de la charge de travail qu'on aura définie. Donc, ça, c'est une donnée qu'aujourd'hui est rentrée manuellement. Tous les mois, on a quelqu'un chez nous qui reprend le livre de paie et qui va le saisir. Donc, ça lui prend 5 minutes qui va le saisir sur ce mois-là. Si on a des exigences des financeurs qui sont un peu plus souples, ce qui est quand même assez souvent le cas, bien heureusement, nous, on le fait tous les mois parce qu'on a des programmes européens où on nous demande de saisir le taux horaire pour le mois concerné de l'individu élu, donc ça va vraiment dans le détail. Dans les autres cas, on peut très bien dire j'ai une valeur moyenne que j'ai évaluée, je considère que c'est celle qui est par défaut, je le saisis une seule fois et ça me fera l'année. C'est aussi une possibilité. Donc là, on le voit ici, on a la possibilité de modifier chaque taux horaire et de définir des taux horaires de référence. Si je n'avais pas voulu m'embêter, donc j'aurais tout saisi sur le mois de janvier. Je disais que c'était mon taux horaire de référence et ça me permettait de pouvoir me sortir des coûts et faire mes récapitulatifs de dépenses sans difficulté. Donc ça, c'était sur la partie salaire. Donc le deuxième point, ça va être la question des contingents individuels. Ce qui va nous intéresser, c'est d'identifier la présence prévue des gens. C'est ce qui va me permettre derrière de pouvoir faire une charge de travail. C'est un élément qui va nous permettre d'avancer, qui n'a pas de valeur contractuelle vis-à-vis du salarié.
En général, ce qu'on fait, c'est qu'en fin d'année, on va se mettre d'accord avec le salarié sur sa présence prévisionnelle, ce qui va constituer une référence. Voilà. Quand est-ce que tu penses prendre tes congés? Je pense en prendre à telle vacance, telle vacance, telle vacance. On les positionne un peu arbitrairement, mais c'est ce qui va permettre de donner lieu à une disponibilité qui va permettre de construire une charge de travail. Si on n'a pas une idée, si on n'a pas une vision de la disponibilité des individus, la charge de travail est impossible et donc ça peut poser beaucoup de problèmes dans tout ce qui est programmation de projet. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semblait très important. Et donc, on a mis en place un système de contingent avec l'idée de pouvoir saisir ça de la manière la plus facile possible. Donc là, je vais vous présenter un exemple de contingent pour un individu. J'ai donc quelqu'un qui s'appellerait Pierre Favreau. Je vais vouloir modifier son contingent. C'est quelqu'un qui est à temps plein. On attend par exemple une présence de 1620 heures pour l'année. Et je vais devoir répartir sa présence sur l'ensemble des jours de l'année, sachant que elle pourra avoir une présence moyenne, par exemple une présence qui est toujours la même sur toute l'année ou qui va être annualisée, où je vais être plus présent à certains moments de l'année, puis moins présent à d'autres moments de l'année. Donc ça, pour ce faire, on va fonctionner avec ce qu'on appelle des semaines types. Donc on va dire par exemple du 1er janvier 2019 au 31/12/2019, j'ai la même chose tous les jours et je vais partir sur une référence qui est assez simple, qui va être les 7 fois 5, par exemple, si je suis à 35 heures. Et ensuite, je vais pouvoir l'appliquer, tout effacer, remplir. Ça va me faire une semaine à 35 heures. Là, je viens de ventiler 1610 heures, par exemple, sur les 1620 heures qui sont à faire. Et ensuite, je vais compléter quelques jours de présence pour pouvoir y arriver. Sachant que préalablement, ce qui est important, c'est d'avoir quand même positionné les nombres de jours de congés qui sont prévus. Donc, dans le cas présent, on a prévu 21 jours de congés de cette personne. On aurait pu en prévoir 25 et ça aurait impliqué, par exemple, d'avoir un peu moins d'heures de travail. C'est quelque chose qui est assez facile à initialiser, qui est facile à compléter. Ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on se donne l'objectif de contingent global au salarié, on ouvre le contingent, le salarié est notifié sur la nécessité de compléter son contingent. Donc, le salarié va positionner ses jours d'absence qui sont prévus, il va faire une proposition de temps de présence. Et ensuite, ça va être validé par le responsable d'équipe qui va dire le contingent est OK et ça va être la base sur laquelle on va construire la charge de travail. Donc ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, c'est une méthode plus classique où en gros, il y a un gestionnaire dans la structure qui va dire cette personne est à temps plein, elle prend ses vacances à tel moment, on va lui faire un contingent et ça va être la base de la construction de la charge de travail. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Non, pas spécialement de questions. D'accord. Je vais passer au projet, ça va devenir un peu plus parlant. Je vous ai présenté un certain nombre de choses pour que vous puissiez avoir un petit peu mieux maîtriser le terrain de jeu. Le projet, pour le coup, c'est assez simple. On définit un projet, on lui donne un nom, on lui donne une typologie de projet. Il peut être soumis à TVA, non soumis à TVA, mixte, exonéré. Être un projet non affectable, c'est là-dessus qu'on va calculer notamment nos coûts connexes. Ou être un projet fantôme, c'est un projet dans lequel on va pouvoir saisir du temps, mais il sera comptabilisé nulle part. Typiquement, suivre le temps des bénévoles ou des choses comme ça, et qu'on ne veut pas pouvoir le rentrer en comptabilité ou des choses comme ça. Ou dans certains cas, on va collecter du temps qui va être saisi par des salariés qui sont mis à disposition d'autres structures, donc on ne souhaite pas forcément les voir dans nos temps à nous, et donc on a cette possibilité de projet fantôme. On va leur donner aussi un état. Est-ce que c'est des projets qui sont prévus? Est-ce qu'ils sont effectivement en cours? Est-ce qu'ils sont soldés ou archivés? On va pouvoir définir des projets restreints, c'est-à-dire qu'on va par exemple empêcher la saisie de temps de travail pour les gens qui ne font pas partie du projet. Donc ça, c'est une possibilité, on l'active ou pas. Nous, par exemple, on l'a activé sur des projets européens où on doit notifier l'Europe à chaque fois qu'on a un nouveau salarié qui est amené à travailler dessus. Donc, pour justement permettre un bon contrôle, on a empêché cette saisie, par exemple. On peut faire ce qu'on appelle des regroupements de projets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir saisir des tags qui vont permettre de, par exemple, je ne sais pas, on va mettre un tag formation et on va l'appliquer sur tous nos projets qui concernent la formation. Et ensuite, on va pouvoir sortir des tableaux de bord de suivi
avec tous les projets de formation, avoir une vision agrégée du temps qu'on passe sur la formation, sur les projets de formation, et ainsi de suite. On va mettre tout un ensemble d'analyses. On va lui donner une date de début, une date de fin, et on va choisir sa couleur, qui est la couleur qu'on verra ensuite dans les saisies de temps. Ça, c'est vraiment des éléments assez basiques. Ensuite, on va définir les tâches qui composent ce projet. Et on va définir les participants qui sont amenés à travailler sur ce projet. Et sur chaque participant, on va pouvoir leur donner un statut. Soit ils sont membres du groupe projet, soit ils sont chefs de projet. Dès lors qu'ils sont chefs de projet, ils vont accéder à la charge de travail et à la possibilité de modifier justement les charges de travail, de pouvoir ajuster les budgets, tout et tout. On peut avoir plusieurs personnes chefs de projet sur un projet. C'est assez souple en termes de paramétrage. Et on va ensuite également définir les périodes de ce projet. Typiquement, c'est un projet de longue haleine, mais j'ai une visibilité que sur la première année. Donc, je vais définir une première période qui est la première année. Je vais construire mon budget sur cette première période. Et l'année d'après ou un peu plus tard, une fois que j'ai de la visibilité sur la deuxième période, je vais construire mon budget sur la deuxième période, et ainsi de suite. Donc, ça permet aussi de gérer plus simplement les programmes pluriannuels, par exemple. Dans bien des cas, on n'est pas sur ce niveau de complexité. On définira juste une période qui va correspondre au début du projet et jusqu'à la fin du projet. Une fois qu'on a défini ce projet-là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une charge de travail. C'est-à-dire le temps qu'on souhaite consacrer à un projet donné. Donc là, on peut avoir plusieurs approches. On a une première approche qui est de ventilation par tâche. J'ai pensé mon projet, j'ai prévu d'y passer 7900 heures. Sur la première période, j'ai prévu d'y passer 4100 heures, par exemple. C'est un cas d'un projet qui existe pour de vrai. Et j'ai ventilé sur un certain nombre de tâches tout ce temps-là. Donc ça me donne un objectif. Soit je vais dans le détail et je vais définir tâche par tâche le temps que je souhaite y consacrer, donc ce qui est le cas de ce projet. Soit je ne vais pas dans le détail, je ne complète pas ces tâches et je me dis juste, sur 2019, je souhaite y passer tel volume horaire. Ou sur le projet dans son ensemble, je souhaite y passer ce volume horaire. Donc je le remplis comme je le souhaite, soit avec le niveau de détail que je souhaite, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va me permettre de m'aider derrière, une fois que je vais faire la charge de travail, voir si je suis dans les clous ou pas de ce qui est attendu. Donc, une fois qu'on a fait cette saisie, on va faire la ventilation par individu. Et là, ce qu'on voit, par exemple, c'est que sur la formation, j'ai prévu d'y passer 616 heures, c'est ce que j'avais défini préalablement, et je vais ventiler ce temps de travail de formation sur les différents individus qui constituent mon équipe. Donc là, en l'occurrence, pour la formation, j'ai prévu que Pablo allait passer 16 heures en juillet, 8 heures en août, 32 heures en septembre, et ainsi de suite. Donc là, on est sur quelque chose qui est assez facile en termes de saisie. Je rentre ma donnée et ensuite, je peux passer via la tabulation et compléter ces données. De la même façon, j'ai un certain nombre de raccourcis clavier qui me permettent de pouvoir, par exemple, dire que je passe 20 heures tous les mois tout le temps et je vais pouvoir faire de l'autocomplétion sur l'ensemble de la période du temps que je souhaite y consacrer. Ce qu'on voit en gris clair, je ne sais pas si vous le voyez bien, ou en rouge, c'est la disponibilité consolidée sur l'ensemble des projets. Donc, je prends l'exemple de Pablo sur le mois de juillet. Je lui ai attribué 16 heures de travail en charge de travail et il a une disponibilité résiduelle de 26 heures. Donc, sur le mois de juillet, il lui restait 26 heures de disponibilité de travail. Si sur le mois d'août, j'ai prévu lui demander 8 heures de travail, mais je me rends compte qu'il est déjà à moins 36 heures, ça veut dire qu'il a déjà été suraffecté sur l'ensemble des projets. Donc, ça me permet de voir qui est véritablement disponible et de pouvoir faire des ajustements, aller voir le chef de projet sur lequel cette personne a été mobilisée pour qu'il fasse moins appel à lui, tout et tout, pour pouvoir réussir à éviter la surcharge, éviter toutes ces parties où tout le monde est en rouge. Donc, une fois que j'ai fait ces saisies-là, je vais pouvoir définir la charge de travail globale de mon projet. Je sais qui est mobilisé, à quel moment, sur quelle tâche. Donc, c'est des éléments qui vont être assez parlants et qui vont permettre ensuite de pouvoir assurer un suivi global. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à la charge de travail? Non, pas spécialement.
Un point important sur la charge de travail, c'est qu'on est sur une charge de travail qui est consolidée sur l'ensemble des projets, donc ça demande énormément de calculs, et c'est aussi quelque chose qu'on avait observé sur les logiciels de gestion de projet classiques, c'est qu'on définit une disponibilité de l'individu à l'échelle du projet, on ne sait pas s'il est sursollicité ailleurs ou pas. Là, on a une disponibilité temps réel, et c'est un élément qui est quand même assez pratique à l'usage. Donc sur la partie suivie, là, dans le cas de ce projet-là, je vais pouvoir voir en vue classique les heures qui sont planifiées sur ce projet et je vais pouvoir les comparer aux heures qui sont effectivement réalisées. Donc, sur ce projet-là en particulier, on avait prévu de démarrer un peu plus fort, on a démarré moins fort, mais par contre, on voit qu'on a rattrapé un peu notre retard assez rapidement et on voit qu'on est à peu près dans les clous au global de ce point de vue-là. Pour avoir une vue un peu plus détaillée, on va mettre une vue cumulée, c'est-à-dire qu'on va voir par rapport à ce qui était prévu où est-ce qu'on en est. Et là, on voit qu'on a un petit peu d'avance, on passe plus de temps que prévu. Donc après, ça va nous permettre de donner lieu à des arbitrages. C'est normal, c'est pas normal. Est-ce qu'il faut que je revoie mon budget, je revois les allocations? Est-ce que derrière, ça veut dire qu'il faut qu'on réduise la voilure pour l'avenir ou pas? Donc là, on va avoir un certain nombre d'arbitrages. De la même façon, je peux avoir cette vue en euros et en euros cumulés. Donc là, on se rend compte qu'on a dépensé plus que prévu. Aujourd'hui, on va avoir des sommes qui sont engagées, qui sont supérieures à ce qui avait été prévu. J'ai dépensé 186 720 euros au mois de novembre 2019, quand j'avais prévu d'en dépenser 177 000. Donc j'ai un dépassement de 9 000 euros. Donc ça peut être grave ou ça peut ne pas être grave. Dans le cas de ce projet en particulier, c'est pas grave. Dans d'autres cas, c'est grave. Donc, si on a besoin d'aller voir un peu plus loin, on va pouvoir s'intéresser à la période 2019 et regarder participant par participant qui est en retard, qui est en avance, qui va plus loin que ce qui était prévu. Et la question, c'est est-ce que c'est grave ou pas? Là, le gestionnaire de projet va pouvoir voir que Sophie a passé 105 heures, qu'il y en avait 88 qui étaient prévues. On va pouvoir s'intéresser au pourquoi du comment. Est-ce qu'il va lui rester encore du boulot à faire? Est-ce que ce chiffre va exploser d'ici la fin d'année ou pas? Et en gros, avoir tous les arbitrages qui nous permettent un suivi serein du projet et pas se rendre compte à la fin du projet qu'on n'est pas dans les clous. Et de la même façon, on va pouvoir détailler tâche par tâche et à chaque fois, ça recalcule les graphiques en conséquence. On peut faire des sélections multiples et tout et tout. Donc ça, c'est vraiment le petit tableau de bord qui nous permet de pouvoir suivre nos projets comme on le souhaite. Donc, parlons sous. On a aussi la question du budget. Donc, je vais prendre un projet. Donc là, c'est un projet qui s'appelle Smarter. C'est un projet sur plusieurs années. J'ai 567 900 euros qui sont planifiés. J'ai fait un calage de mon année 2019, on ne l'avait pas fait sur l'année précédente. J'ai 105 000 euros de financement. J'avais planifié 99 322 euros de travail. Et en réalité, j'ai réalisé 71 589 euros. Donc là, je peux compléter et dire je vais pouvoir modifier, donner le temps qui est budgété. Donc j'ai un coût de personnel, par exemple, 206 000, par exemple, c'est ce que j'avais budgété. Généralement, c'est une donnée qu'on rentre en premier quand même. On voit que j'ai 105 000 euros de financement, que j'ai un reste à financer de 224 euros, que j'ai planifié pour 100 000 euros de dépenses. Donc, a priori, je n'arriverai pas à manger toute l'enveloppe déjà dès le départ sur ma planification. Et je vois que mi-novembre, j'ai dépensé 71 000 euros. Donc, a priori, je n'arriverai pas à consommer l'enveloppe du projet pour l'année 2019. Donc, ça me donne des éléments d'analyse et des éléments d'ajustement. Dans certains cas, on va avoir un projet qui va être financé à 80%, on va voir qu'il nous en manque 20%. Et donc, on va pouvoir ensuite avoir un suivi, prendre les dispositions, voir ce qu'il nous reste à trouver en termes de financement et ainsi de suite. Là, on a quelque chose qui est très déséquilibré parce que je n'ai pas complété les autres années en termes de budget. Et si on complète tout, comme ça, on peut bien analyser nos écarts. Est-ce que c'est clair sur cette partie projet? Est-ce qu'il y a des questions? Ça a l'air clair pour tout le monde. Ouais,
tout le monde est assommé. C'est l'un ou l'autre. Ouais. Donc là, j'ai des projets. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a fléché ce qui était financé. Là, on le voit ici. C'est-à-dire que derrière, pour pouvoir abonder un projet, je vais identifier des contrats. Et ces contrats vont permettre le financement global de mon projet. Et donc, on a une deuxième partie sur les contrats. Je vois qu'il y a une question. Est-ce que c'est… C'est pas une question, c'est un de nos participants qui nous fait gentiment remarquer que non, il n'est pas assommé, mais charmé. D'accord. Donc, je vais passer sur les contrats. Donc, les contrats, c'est ce qui permet d'abonder nos projets. Dans des cas très simples, on va avoir un contrat qui va financer à 100% un projet. Donc, je vais avoir une source fixe de financement qui est le contrat et que je vais ensuite flécher, que je vais ventiler sur un projet dans son ensemble. Donc là, je vais prendre un contrat européen, parce que c'est ceux qui sont les plus compliqués. Encore que… Et donc là, je vais le décrire. Je vais pouvoir mettre une description qui va permettre aussi, dans le cas où la personne qui le suit et qui n'est pas là ou qui est en vacances, si jamais c'est repris à la volée par quelqu'un d'autre, qui puisse savoir un petit peu comment ça se passe. On va lui donner une date de début, une date de fin. La date de début, telle qu'elle est spécifiée, c'est ce qui correspond aussi aux dates d'éligibilité de dépenses. Typiquement, j'ai une convention avec tel organisme, et l'organisme dit j'accepte les dépenses à partir de la signature de la convention ou telle date d'éligibilité, et dans la limite 2-3 mois après la date de fin d'échéance, par exemple, du projet ou la date d'échéance du projet. Dans ce cas-là, on va mettre des bornes qui va faire que toutes les heures qui ont été saisies avant ou toutes les charges, les dépenses qui ont été saisies avant ou après vont être exclues du reporting sur ce contrat. On va définir le montant du financement et on va définir l'assiette éligible. Ce qu'on entend par assiette éligible, c'est les dépenses reconnues par le financeur qui vont permettre d'obtenir le financement qui a été prévu. Donc là, on est sur un cas assez simple. Le financeur nous demande de dépenser 558 000 € pour avoir une notation de 494 000 €. Son assiette éligible correspond en fait à nos coûts réels parce qu'ils acceptent de financer la totalité de nos coûts connexes. Dans certains cas, ils vont prendre en compte qu'une partie des coûts connexes. Ils vont par exemple prendre 20% ou 50% des coûts connexes. Et dans cette hypothèse-là, on va le saisir à ce niveau-là. Et en fait, ça voudra dire qu'en termes de coûts réellement engagés, on va devoir engager beaucoup plus pour pouvoir obtenir ces financements. Donc là, ma collègue qui a saisi cette donnée a bien indiqué toutes les hypothèses qui permettaient de définir le nombre d'heures payées et tout, pour qu'on puisse retomber sur nos pattes au moment du reporting et de savoir de quoi on parle. On a le type d'assujettissement, le ratio entre les heures payées et les heures qui sont effectivement réalisées, c'est le fameux 1,18 que je vous donnais tout à l'heure. Ce qu'il faut voir, c'est que sur un contrat, par exemple, qui va durer 5 ans, et ils vont nous demander de le moyenner sur les 5 années, et donc ça sera peut-être 1,17 plus 1,18, et on va le moyenner sur 5 ans, et ça fera 1,175. Et c'est ce qui va être contractuellement reconnu par notre financeur, s'il va vraiment dans le détail. Donc ça, c'est des éléments financiers de descriptif global. On va identifier des pilotes de contrat. C'est-à-dire qu'on va identifier des gens parmi notre équipe, tous les gens qui sont habilités à pouvoir modifier et qui vont être interpellés aussi dans le cas où il y a besoin de faire un récap de dépenses, de faire un livrable et tout. Et donc là, on va définir quelles sont les personnes qui vont travailler et qui vont avoir la mainmise en fait sur ce projet-là. Je vais ensuite pouvoir suivre ces statuts. Donc là, on est sur un contrat qui a été saisi dès qu'il a été signé. Ce qu'on fait nous maintenant de plus en plus, c'est de dire, dès que j'ai une proposition de contrat, j'ai proposé quelque chose, j'ai répondu à un appel à la manifestation d'intérêt, un appel à projet, je vais le rentrer dans mes propositions et je vais pouvoir mettre des commentaires et pouvoir suivre les différentes étapes du projet, du stade de proposition au stade soit refusé, soit complètement terminé à la fin. Je vais aussi saisir tout ce qui concerne les contacts. Je vais pouvoir dire, voilà, mon contact technique sur cette convention, sur ce contrat, c'est un tel. Donc, c'est le contact technique. Et puis, je vais pouvoir identifier donc
Je vais pouvoir lui donner ses coordonnées, tout et tout, son numéro de téléphone, et puis je vais pouvoir ajouter le contact financier, par exemple. L'idée, toujours, c'est de ne pas avoir besoin de saisir dans un fichier Excel des informations de suivi d'un contrat. Je vais automatiquement avoir mes contacts. Si j'ai un problème de paiement, je sais qui appeler. La personne qui suit ça, si elle est en vacances, on peut reprendre à la volée automatiquement, très facilement, le suivi du contrat. Donc ça, pareil, c'est des données, on les saisit comme on veut et elles nous servent au fur et à mesure. On va aussi rentrer l'échéancier de paiement, c'est-à-dire qu'on va rentrer la date de facturation prévisionnelle, le terme de paiement. S'il y a une facturation effective, on va la saisir à ce moment-là et ensuite on va saisir la date de paiement et les différents montants. Et si à chaque fois on a besoin d'un rapport ou pas. Et on verra après qu'on a toute une rubrique de suivi des échéances. On va pouvoir voir ce qu'on doit facturer ce mois-ci, ce qu'on doit facturer dans les 3 mois, là où on va faire des appels de dépenses, est-ce qu'on a besoin de produire un rapport. Et automatiquement, on va savoir pour le mois prochain, je dois faire un rapport pour tel contrat et c'est tel chef de contrat, enfin, responsable de contrat qui va être mobilisé pour le faire. Donc, on permet de vraiment suivre et de s'assurer qu'on fasse bien les demandes de paiement au bon moment. Et de la même façon, ça va nous aider sur la trésorerie. J'ai quelque chose que je dois facturer le mois prochain, qui n'a pas été facturé et qui n'a pas été payé. Donc, c'est de l'argent qui doit rentrer. Suivi des échéances. On a rajouté une fonctionnalité supplémentaire qui est ce qu'on appelle un journal, dans lequel on va pouvoir rentrer tout élément qui a trait à la vie de ce contrat. Par exemple, je ne sais pas, Monsieur X en arrêt maladie, jusqu'à septembre, par exemple, maladie, prévoir de recontacter en septembre, par exemple, ou prévoir, par exemple, qu'on va avoir un écart par rapport à la rentrée financière, on ne pourra pas faire valider les dépenses compte tenu de l'absence de cette personne et tout et tout. Donc, mettre tous les éléments de la vie du projet pour qu'on puisse vraiment suivre tout ça dans l'application. Et je le répète, pour qu'on n'ait pas besoin de saisir ça dans d'autres supports. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Je n'ai pas l'impression non plus. Je vais ensuite faire la ventilation de ce fameux, enfin, d'un contrat. Donc, je vais prendre comment il s'appelle ce contrat? Voilà, donc j'ai un contrat sur lequel j'ai par exemple 259 000 € de coûts de personnel. Donc j'ai une dotation globale de 440 000 €. Je dois les répartir. Pour l'instant, je n'ai réparti qu'une partie, dont 259 000 € en coûts de personnel, 8 949 € en déplacement. Et j'ai encore les autres coûts directs et la sous-traitance à compléter pour arriver à 440 000 €. Donc là, j'ai saisi mes coûts de personnel. J'ai défini que en fait, ce contrat allait financer le projet Social Tech qu'on a vu tout à l'heure pour un certain nombre pour un volume financier global de 171 000 €. J'ai un taux de financement global qui est de 100% en l'occurrence. Donc, pour pouvoir obtenir 49 400 € de financement sur la coordination, il va falloir que je dépense 49 400 €. Dans certains cas, on n'est pas du tout sur ces ratios-là. Mais là, je vais faire un mapping en fait de toutes les activités de projet et de tous les projets qui sont financés par cette source de financement. Et à chaque fois, je vais dire, est-ce que c'est une dépense qui est fléchée sur des coûts de personnel, sur des déplacements, de la sous-traitance, d'autres coûts directs? Et libre à moi ensuite éventuellement de rajouter éventuellement d'autres projets ou d'autres tâches de projet qui vont être financées par ce contrat. Là, je peux le faire comme ça, dire que ça correspond à des coûts de personnel et j'ajoute la tâche. Et ensuite, je vais prendre une partie de la ressource et je vais la mettre là-dessus. Donc, c'est ce qui va permettre d'alimenter mon budget de l'autre côté, enfin ma vue budget au niveau du projet. J'ai prévu, mon projet va me coûter 200 000 €. Je viens de ventiler 40 000 € sur ce projet-là et je vais les retrouver dans mon budget. Donc, il va me rester à trouver 160 000 € pour financer globalement mon projet.
Donc ça, c'est sur la partie ventilation. Une fois que j'ai fait cette ventilation, je vais pouvoir faire notamment les avancements. Donc là, typiquement, je vais faire un avancement de mes contrats. Là, je lui demande de calculer la totalité des avancements de tous les contrats de la structure. Et donc là, on va pouvoir savoir quelles sont les sommes qu'on a engagées, globales, et ce que ça veut dire en termes de financement qu'on peut mobiliser sur ce contrat, qu'on appelle la dépense finançable. Donc, j'ai un montant maximum finançable, j'ai une dépense finançable retenue, et cette dépense finançable, c'est celle qui va me permettre de dire aujourd'hui, au 28 novembre, j'ai engagé 28 096 € sur ce contrat-là, j'ai engagé 51 000 sur ce contrat-là, et là, par exemple, j'ai tout un ensemble de points de vigilance, j'ai des contrôles qui sont faits et qui me disent le montant finançable maximum est inférieur à la dépense finançable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce financeur m'octroie 51 000 €. Aujourd'hui, je suis en capacité d'en justifier 53 955 €. Donc, j'aurais bien que 51 000 €. Donc, c'est ce qui me permet vraiment de piloter et de faire facilement ma clôture de fin d'année parce que je connais mon avancement sur les contrats de manière assez fine, si je l'ai bien paramétré, bien entendu. Est-ce que c'est clair ça? Ça peut être un peu touffu. Des fois, ça demande un peu de temps quand même pour être bien compris. Mais à chaque fois, on a prévu, il y a des suivis, il y a des contrôles d'erreurs. S'il y a des incohérences, on a des aides et on a des aides. Et on nous dit attention, il y a ça qui n'est pas paramétré, et donc l'information n'est pas exploitable. Et tutti quanti. Donc ça, c'est sur la partie avancement. De la même façon, je vais pouvoir faire un rapport sur un contrat. Donc si je prends par exemple ce contrat-là, je vais pouvoir lui faire produire un rapport sur le contrat Citizen où je vais pouvoir, par exemple, lui demander, je vais faire un calcul de ma rentabilité de projet, par exemple. C'est pas terrible ce truc. Alors, ça ne me sort pas ce que je veux. Parce que là, j'ai par exemple un projet dans lequel j'ai donné toutes les personnes qui interviennent sur ce contrat, pardon, les tâches qui sont financées par ce contrat, le nombre d'heures qui est effectivement réalisé, et je vais en heures, et je vais avoir par exemple les heures directes en euros. J'ai la possibilité de paramétrer cet état en disant ça ne m'intéresse pas les heures directes, je vais par exemple m'intéresser que aux heures à la dépense finançable, et puis par exemple au coût de revient. Donc il est où mon coût de revient? Ici. Je ne veux pas forcément avoir un détail par individu de ce côté-là. Par contre, je vais avoir un détail par tâche en ligne. Je ne veux pas avoir les individus à ce niveau-là. Et là, je vais pouvoir régénérer mon tableau et je vois que sur ce contrat, j'ai passé 23,45 heures sur telle tâche. J'ai une dépense finançable de 1 108 € et j'ai engagé 1 250 € pour justifier cette dépense finançable. Et en fait, j'ai la possibilité de générer autant de tableaux que je le souhaite. Et à chaque fois que j'ai un tableau qui me convient, je peux enregistrer ce pré-réglage pour pouvoir le recharger plus tard. De la même façon, j'ai la possibilité d'exporter toutes ces données dans Excel pour pouvoir les retravailler, les mettre en forme comme je le souhaite. Donc ça, c'est sur la partie contrat. Olivier, Oui. on a Yann qui nous fait part d'une remarque, à savoir qu'il trouve ça quand même assez ardu lorsqu'on n'a jamais fait de gestion de projet. Oui. Tu as l'impression que, enfin voilà, selon toi, Couteau Suisse, c'est abordable par tout le monde ou il faut quand même déjà être rodé à la gestion de projet en amont? Moi, j'ai l'impression que c'est assez instinctif, mais n'étant pas non plus personnellement une professionnelle de la gestion de projet à ce niveau de détail, j'ai l'impression qu'avec une petite prise en main, ça peut quand même être accessible, non? Alors, en fait, ça dépend vraiment d'une structure à l'autre et puis aussi de la complexité qu'il y a à gérer par les uns et les autres. Dans certains cas, par exemple, on va faire une formation, et qu'on va accompagner la mise en œuvre avec une formation. On va faire le point dans la structure, on va regarder tous les projets, on va voir comment on va les ordonnancer, comment on va les structurer. Et ensuite, on forme tout le monde sur l'utilisation de l'outil. Ça, D'accord, c'est c'est une pour ça première que possibilité. Il y a des structures où ils sont hyper à l'aise avec la gestion de projet, avec le suivi financier. On leur file l'application et ils vont déployer dans leur coin et en 15 jours, c'est plié.
Mhm. Voilà, ce qui n'est pas le cas de la majorité. Je dirais que c'est 40% des structures. Il y en a une autre, sur les 60 autres pourcents, il y en a 30% qui vont avoir un besoin de formation et généralement, on va le faire même parfois en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on va implémenter le suivi du temps, on va ensuite faire la gestion de projet, le suivi des contrats. Donc, on se donne un peu de temps pour le faire, un peu tranquillement. Soit on se voit, soit on se voit et puis on prend 2 heures par-ci, par-là pour pouvoir faire des apports particuliers, faire des contrôles et tout et tout. Donc ça, c'est une possibilité, mais ça dépend vraiment de chacune des structures. D'accord. Non, mais c'est bon à savoir qu'il y a en effet une partie possible Oui. d'accompagnement. Et puis là, je vous présente ça à toute vitesse. En général, quand les structures elles disent bah, OK, on y va, on se prend déjà 3 heures pour pouvoir présenter le truc, aller dans le détail. On se donne un plan de travail pour pouvoir permettre le paramétrage. On peut communiquer des fichiers qui vont permettre de pouvoir faire l'import du passé, convertir les fichiers Excel, les rentrer dedans. Ouais, il y a plein de choses qui permettent quand même de pouvoir le prendre en main. Après, j'ai passé beaucoup de temps sur le vocabulaire. On le verra dans l'aide aussi, c'est expliqué. On explique qu'est-ce qu'on met derrière les différents mots et tout, parce D'accord. que c'est pas toujours simple. Même si au finish, les gens vous disent c'est super intuitif et tout et tout. Euh, un reporting sur un contrat, il ne peut pas être évident. On a des financeurs qui vont dire je prends en compte que les coûts directs et 10% des coûts indirects et tout. Et donc, c'est des choses qui peuvent être parfois un peu difficiles à conceptualiser. Et donc, ça mérite de prendre un peu de temps. D'accord. Très bien. Euh, donc ça, c'est sur la partie rapport. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir générer un rapport où on puisse le baliser sur du temps, sur un temps donné, on puisse l'affiner sur une seule tâche. Donc, par exemple, vraiment, voilà, avoir quelque chose qui nous permette de sortir les données qu'on ne voit pas traditionnellement. Cette possibilité de le rendre configurable et de sortir toutes les données qu'on souhaite, et pouvoir les sortir sur Excel, sachant que notre idée quand même au global, c'est qu'on ait un maximum de tableaux de bord qui nous conviennent pour notre suivi au quotidien et que finalement l'export, ça soit vraiment dans les cas extrêmes ou quand on a besoin de faire une mise en forme particulière pour mettre la signature du commissaire au compte ou des choses comme ça, mais qu'on n'ait pas besoin de retrafiquer les données en dehors de l'application autant que faire se peut pour que ce soit le plus efficace possible. On a pareil aussi également une fenêtre de suivi du contrat. Et donc, si je reprends notre projet européen, par exemple, donc là, c'est permettre de. Donc là, on sait qu'on a un montant de financement global de 494 000 euros. Et si je me positionne par exemple sur le 2 juillet 2017, je sais où j'en suis sur mes paiements, je sais ce qui est finançable, je sais où sont mes coûts connexes finançables et tout et tout. Je peux pouvoir suivre l'ensemble de mon projet. Et là, je me rends compte que grosso modo, j'ai consommé 350 000 euros sur ma dotation de 494 000 à ce jour. Je peux avoir mon suivi et on voit qu'en gris, c'est est-ce que j'ai eu mes financements? J'avais prévu d'avoir un financement, un paiement intermédiaire à cette date-là, donc fin janvier 2016. En réalité, je l'ai eu le 16 avril 2016. Donc, on voit aussi les écarts entre ce qui est attendu et ce qui est effectivement réalisé. Donc là, pour le coup, on est sur un projet qui n'est pas dramatique parce que j'ai pas trop de retard sur les paiements. Enfin, on voit bien pire en réalité. Et je peux afficher ou pas ces données, les supprimer, mettre ça en parallèle avec les heures qui sont effectivement réalisées, avec le coût de revient, et donc pouvoir voir les écarts. Mais vraiment là, ce qui nous intéresse dans ce tableau-là, c'est voir où est-ce que j'en suis dans ma consommation de ressources. Je ne l'ai pas dépassé, j'ai encore du chemin. Et par contre, il faut, si je veux mobiliser la totalité de cette enveloppe financière, il y a encore du boulot pour l'exemple de ce projet-là. Après, il y a tout ce qui est suivi des échéances. Donc là, l'idée, c'est de dire qu'est-ce que j'ai à facturer, à partir de quand? Donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre, par exemple. Et donc là, je me rends compte que j'ai 5 contrats à facturer dans les prochaines semaines et que je vais avoir, voilà, j'ai tel montant. Et en l'occurrence, je n'ai aucun rapport qui est prévu sur ces différents contrats. Donc ça veut dire que c'est les personnes en charge de la gestion qui vont se rapprocher des responsables de contrat pour leur dire c'est bon, je peux facturer cette partie-là et comme ça, on sait exactement tout ce qu'on a à facturer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie contrat? A priori, non. Bon. Je vais passer sur le suivi de projet.
quelque chose que j'avais complètement zappé. Donc, de la même façon, j'ai le suivi des contrats, donc en gros, ce que je peux demander comme dépenses. Et puis, le truc qui va nous servir quand même le plus souvent, c'est vraiment sur la partie suivi de projet. On l'a déjà vu, non, j'ai dit une bêtise, on l'a déjà vu tout à l'heure, tout ça. Est-ce que je vais avoir besoin d'heures supplémentaires? Voilà, c'est ça. Ensuite, je vais avoir mes rapports. Donc, de la même façon que pour les contrats, je vais pouvoir produire des tableaux qui sont, eux, par contre, liés à mon avancement projet. Donc là, c'est pareil, je vais pouvoir produire un tableau récapitulatif avec des heures, avec des euros. Je vais pouvoir les préenregistrer, les appeler quand j'en ai besoin, afficher la donnée comme je la souhaite, avec la mise en forme que je veux, et pouvoir parler soit que d'euros, soit que d'heures, et pouvoir faire mon suivi. De la même façon, je l'avais expliqué tout à l'heure, on peut faire appel à des groupes de projets. Donc, je vais rentrer par exemple le mot-clé que j'avais mis tout à l'heure, formation. Tous mes projets qui correspondent à la formation, je vais pouvoir les voir de cette façon-là et faire un tri sur toutes les heures qui ont été saisies qui correspondent à un domaine d'activité, par exemple, en particulier. Un truc qui pourrait être intéressant, je fais de la formation. Pour chaque formation, j'ai du temps, par exemple, sur l'ingénierie pédagogique. Je vais mettre le tag ingénierie pédagogique ici et je vais pouvoir regarder de manière consolidée sur l'ensemble de ma structure tout le temps que je passe en ingénierie pédagogique. Et je pourrais de la même façon appeler tout le temps que je passe en face à face et regarder si je passe trop de temps ou pas assez de temps sur la mise à jour de mes fonds de cours et tout. Pouvoir un peu piloter tout ça. C'est un exemple, hein. Donc ça, c'est sur la présentation globale. Dans les petites fonctionnalités supplémentaires, on a la possibilité de créer des modèles de projets. Par exemple, si on a des projets qui se reproduisent assez régulièrement dans leur forme, par exemple, je vais rester sur le sujet formation. Je vais avoir un projet formation, il va y avoir une tâche ingénierie pédagogique, je vais avoir une tâche gestion administrative et je vais avoir une tâche, par exemple, face à face. Et donc, je vais pouvoir créer un modèle et l'appeler autant que de besoin pour pouvoir, à chaque fois que je vais créer un nouveau projet de formation, automatiquement créer les tâches qui vont avec. On va définir des équipes, c'est-à-dire qu'on va avoir chaque personne va appartenir à une seule et unique équipe, donc il va avoir quelqu'un qui va valoriser, qui va valider, excusez-moi, les absences, qui va valider les contingents et tout. Donc tout ce qui est suivi RH, chaque personne est liée à un responsable d'équipe. Donc c'est ici qu'on définit. On va pouvoir aussi identifier les types de charges. Je vous ai présenté tout à l'heure les types de charges, en gros, charges de personnel, sous-traitance, autres types de dépenses. Dans certains cas, vous avez besoin de suivre des charges en particulier qui vont plus loin que le déplacement. Vous avez peut-être besoin de distinguer la restauration. Vous allez pouvoir les définir ici, leur donner des couleurs et tout. Ici, on va avoir tout ce qui est gestion des tags. On va pouvoir aussi déterminer les jours fériés. Donc là, on a rentré par défaut les jours de fériés officiels. Dans certains cas, vous en avez d'autres. Donc pouvoir les rajouter directement dans ces paramétrages-là. On a la possibilité de faire des clôtures, donc qui vont permettre de bloquer les saisies de temps, donc éviter que les gens puissent les modifier. Parce que contractuellement, si on a fait un rapport, un récap de dépenses vis-à-vis d'un financeur, on souhaite qu'il n'y ait pas de modification des heures saisies derrière pour pouvoir en justifier en cas d'audit. Donc là, on définit des dates de clôture et toutes les saisies qui ont été faites avant cette date-là sont non modifiables, par exemple. On a rajouté aussi quelques outils qui permettent de faire des transferts d'heures. Typiquement, j'ai prévu un projet avec 4 tâches. Je me rends compte qu'en fait, il y a 2 tâches, les gens n'arrivent pas à faire la différence des deux. Donc, je vais prendre toutes les heures de la tâche 1, je vais les mettre sur la tâche 2, puis je vais faire disparaître la tâche 2, où je vais pouvoir réordonnancer mes projets comme ça. Ou dans certains cas, je vais créer une nouvelle tâche parce que j'ai besoin de plus de précision. Et donc là, je vais pouvoir éventuellement ensuite faire des transferts d'heures en disant la nouvelle tâche qui est créée, ça correspond au suivi de telle personne sur telle période et je vais pouvoir choisir une tâche, la transférer sur un autre projet et le filtrer sur une personne et faire tous ces transferts. Donc, c'est un petit peu un module de cuisine. De la même façon, je vais pouvoir faire un transfert de charge de travail. J'ai prévu qu'un tel bosse sur tel projet, cette personne n'est pas là ou est surchargée, pouvoir complètement transférer sa charge de travail sur un autre individu, par exemple. Et j'ai d'autres fonctionnalités de partage d'heures
qui permettent de relier des différentes instances couteau suisse quand on a du personnel qui est mutualisé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? C'était touffu. Soit on les a perdus, soit il n'y a pas de questions. Mais je pense surtout que c'est assez clair. Alors, s'il y a des questions qui arrivent là, oulala. La comptabilité notamment. Ah oui, oui. Alors, sur la question de l'import comptable, c'est quelque chose qu'on va développer au prochain semestre. L'idée, c'est de ramener les données comptables avec les codes analytiques. Ensuite, on a un tableau de correspondance des codes analytiques et toutes les dépenses comptables vont ensuite être fléchées sur le projet qui va être adossé au code analytique qui a été réalisé. Donc ça, c'est en train d'être développé. Ouais, on a commencé à faire la spécification. Une des difficultés principales, mais qui n'est pas insurmontable, c'est qu'il n'y a pas de format unifié sur les logiciels de compta. Et en fait, chaque logiciel de compta a son propre format d'échange. Donc, on a identifié 7 formats différents qui permettent de causer avec tous les logiciels. Il y a un format unifié qui est le format contrôle fiscal, mais qui malheureusement n'est pas utilisable en cours d'année. Il faut que la clôture soit complètement réalisée. Donc, on va créer les 7 connecteurs qui sont attendus. Bon, ça, c'est relativement sous contrôle. On fait ça donc prochain semestre. D'accord, j'allais te demander le timing, c'est parfait. Voilà. Il y a une autre question qui demande comment sont paramétrables les exports temps pour les financeurs. Alors, on l'a vu tout à l'heure, en fait, on choisit d'exporter les données qu'on souhaite. Et pour les états d'avancement de dépenses, soit on raisonne coût de revient, soit on raisonne dépenses finançables. Donc, quand on entend dépenses finançables, c'est les coûts qui sont reconnus par le financeur. Donc, soit c'est que les directs ou que les directs et une partie des coûts connexes et tout et tout. Et ça permet de sortir des rapports qui correspondent exactement aux attentes. Donc, nous, ce qu'on a fait, et ce que font aussi beaucoup d'utilisateurs, c'est qu'on se met d'accord dans le paramétrage avec notre commissaire aux comptes. C'est fait qu'après, une fois qu'on a défini on a bien défini les règles et les attendus du contrat, le commissaire aux comptes vérifie qu'on les a bien saisis et bien paramétrés. Et ensuite, on fait le récap de dépenses et il signe en bas. D'accord. Ça se passe comme dans un rêve. On arrive doucement mais sûrement à la fin de notre webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez une dernière question. Typiquement, le temps que je prononce cette phrase, on en a une qui demande, mais sur la présentation, par exemple, le FEDER veut une fiche par mois. Oui. Personne, avec le détail par jour, avec nombre d'heures et tâches. En gros, la question de tout à l'heure était plus sur la mise en page des exports. D'accord, ok. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir sortir quelque chose qui donne pour chaque individu par mois toute la donnée en vrac, de manière agrégée par individu et tout, mais on ne l'aura pas forcément dans le format FEDER. Et donc, si on le veut dans le format FEDER, il faut qu'on paramètre qu'on appelle un modèle. Et donc là, la fonction, elle est implémentée. Il faut juste que la personne qui a besoin de faire ce reporting-là nous donne le format Excel qui est attendu et ensuite on génère le Excel qui va correspondre à ce besoin-là avec les bonnes mises en couleur, les bonnes mises en gras, les bons encadrements et tout. Voilà, c'est quelque chose qui est dans les cartons, mais par contre, il faut bien préciser les attendus. On a des trucs un peu dingues sur certains programmes européens, je pense notamment au programme SAVE, où on nous demande de marquer également les jours d'absence dans une vue agenda mensuelle avec le motif, dans le cas par exemple des jours maladie, tout et tout. Okay. Donc, je vous laisse imaginer le fichier Excel en sortir. C'est très clair, merci. Voilà. Je reviens sur la présentation juste pour terminer, s'il n'y a plus de questions sur l'outil en lui-même. Non. Alors, Focus sur les tarifs peut-être pour finir? Oui, surtout le tarif et les perspectives. Donc aujourd'hui, les fonctionnalités qu'on a, c'est le temps passé, c'est les projets, c'est les contrats, c'est la charge de travail, c'est les contingences, c'est les salaires, c'est les vues des reporting. Ce qu'on va rajouter, c'est les absences en priorité, là, donc ce qu'on appelle congé ici. On a demandé à la communauté de se prononcer sur les priorités, c'est la gestion des absences qui est ressortie. On avait prévu d'abord passer sur la partie comptable et en fait, ce que les collègues nous ont dit, mais attendez, on passe beaucoup plus de temps
à suivre les absences qu'à sortir des données analytiques dans la compta pour pouvoir les rapprocher des dépenses projet. Donc, on a priorisé dans ce sens-là. Et ensuite, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir faire le lien avec les livres de paye. On dit, je fais une extraction de mon livre de paye, je l'importe dans l'application tous les mois et ça me permet de pouvoir rentrer tous les salaires facilement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va faire plus tard, je pense, sera plutôt fin d'année 2020, vu le niveau de priorité qui a été donné par les collègues qui estiment que c'est vraiment une formalité. Et ensuite, il y aura d'autres besoins. On fait des points assez réguliers avec la communauté pour dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui est important, est-ce qu'il y a des besoins de fonctionnalités supplémentaires, est-ce qu'il y a des besoins d'amélioration, est-ce que vous voulez des tableaux différents et tout et tout. Et là, les uns et les autres vont pouvoir ensuite proposer des choses et si on est tous d'accord, on les priorise et on va de l'avant. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on a dépensé 2300 heures en temps de développement pour pouvoir faire ce qu'on a fait là. On prévoit qu'il faut en passer encore à peu près 1000 pour arriver à une version stabilisée sur le périmètre fonctionnel tel qu'il est identifié. Et après, il faudra toujours en passer un petit peu, parce que ça n'est jamais terminé, ces histoires, pour pouvoir l'améliorer et puis répondre aux nouveaux besoins des uns et des autres. Pour rejoindre la communauté, l'idée, c'est qu'on a un droit d'entrée qui est un forfait de 1100 € hors taxe. Et ensuite, on a une participation qui va être proportionnelle à la taille de l'équipe et qui correspond à 80 € hors taxe par utilisateur. Autrement dit, une structure qui aurait 10 utilisateurs va payer 1100 € plus 800 €, donc ça fait 1900 € hors taxe, c'est frais d'entrée. C'est une somme qui peut être amortie comptablement sur 5 ans. Et ensuite, on va avoir une maintenance évolutive qui est de 300 € hors taxe par an, plus 30 € hors taxe par an par utilisateur. Donc, je reviens sur mon histoire de on est 10, c'est-à-dire que tous les ans, il y a 600 € de maintenance. Dans ces 600 € de maintenance, il y a les sauvegardes serveurs, la mise à disposition de l'infrastructure serveur, les mises à jour et puis bien sûr toutes les évolutions qui sont proposées. En contrepartie, ce qu'on attend des utilisateurs, c'est de participer aux spécifications pour avoir un outil adapté à ses besoins. Et donc, on demande vraiment un engagement des uns et des autres pour passer un peu de temps et participer. C'est passer quelques heures par an en fait pour tester des fonctionnalités et donner son avis et puis participer aux réunions, on fait les arbitrages sur les développements. Et quand tu disais tout à l'heure que pour notamment au commencement, vous pouvez aider les structures à prendre en main l'outil, est-ce que ça c'est compris dans ces frais-là ou est-ce que… En gros, moi on va pouvoir passer 2-3 heures pour aider à mettre en place. S'il y a un besoin de formation, après on passe avec les dispositifs des organismes de formation classiques. D'accord. Voilà. Parce que avec ça, en fait, on n'arrive pas à financer, on finance que du développement en pratique. On n'arrive pas. Ça va très vite après le temps de formation. Oui. Ouais. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter moi, donc c'est Olivier David. Sinon, Pauline, qui est malheureusement au fond de son lit alors qu'il est, sur l'adresse contact@couteau-suisse, si vous voulez avoir une information complémentaire. Si vous voulez pouvoir avoir des accès démos, c'est pareil, vous nous faites un petit mail, on vous envoie des accès démos, vous pouvez vous amuser sur une application test. Il y a plein de choses, je ne vous ai pas montré toutes les vues salariées, toutes les vues d'avancement, mais en gros, chaque salarié, il a un avancement sur ses attendus, sur sa charge de travail, c'est parce qu'il est en dépassement et tout. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à regarder en démo. Voilà, et si vous souhaitez rentrer dans la communauté, il faut prévoir quelques jours pour qu'on puisse vous déployer une instance et puis un petit peu de temps pour mettre tout ça en place, mais ça peut être relativement rapide quand même. Eh ben, on va terminer avec une dernière question d'Émilie qui demande si on peut saisir les dépenses directes telles que matériel. Oui, on peut les saisir, on les saisit dans le budget aujourd'hui. Enfin, voilà, mais les dépenses, l'idée c'est qu'on les importe depuis la compta. C'est ce qui va venir avec l'apport comptable en fait. Okay. On pourra les saisir manuellement ou via l'import comptable, mais on est obligé de faire l'ensemble de la brique en même temps. C'est ce qu'on pensait faire sur cette fin d'année, mais on priorise avec les absences. Super. Eh ben, merci beaucoup à tous de vous être rendus disponibles et d'avoir suivi notre webinaire avec Olivier. Comme il l'a dit, n'hésitez pas à le contacter ou pareil, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse communication que vous avez, par laquelle vous avez reçu l'invitation au webinaire. On se fera un plaisir de vous répondre, de vous aiguiller et puis on vous souhaite une très bonne fin de journée.
À très bientôt. Au revoir. Au revoir.